Vous êtes les bienvenus dans le débat Affaires croisées qui réunit ce matin autour de ce plateau le docteur Raymond Assogba. Il est socio-anthropologue, on ne le présente plus, il était des nôtres plus d'une fois déjà. En face de lui, Fréjus Seulan, il est journaliste à la rédaction d'Identivier Diaspora FM. Fréjus Seulan qui subit quelques ennuis au niveau de son siège, voilà, qui va devoir peut-être poursuivre le débat debout, ou voilà, il est en train de régler les derniers détails liés bien évidemment à son siège. Voilà, c'est bien fait maintenant. Alors, je disais que nous allons aborder ce matin la conférence nationale des forces vives. On va revivre l'histoire en résumé, bien évidemment, et nous rappeler les leçons pour la postérité. Qu'ils vous souviennent, nous étions un peu avant le mois de février 1990. Eh bien, différentes têtes pensantes de ce pays se sont réunies d'abord à Paris et ici pour penser à cette grande réunion qui verra bien évidemment naître la démocratie au Bénin. La conférence qui s'est tenue du 19 février au 28 février 1990. Eh bien, cette conférence a réuni, inutile de vous le rappeler, différentes forces vives de cette nation qui ont réfléchi pour sortir cette nation, ce pays, le Bénin, de cette crise chronique qui rongeait le Bénin à l'époque. Je ne vous apprends rien. Eh bien, pour revivre l'histoire, Dr Raymond Assogba nous fera vivre quelques temps forts de ces assises, de cette réunion sensible qui a vu naître la démocratie, je l'ai dit, la conférence nationale des forces vives. Alors, Dr Raymond Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Je rappelle que vous n'avez pas été auteur, je dirais, membre actif de cette conférence des forces vives. Vous avez vécu cette conférence d'une manière particulière. Je vous laisse le révéler ou la révéler, cette manière particulière aux amis téléspectateurs. Merci bien, Loris. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est vrai, en 90, j'étais exilé politique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que nous avons été, en tant que jeunesse universitaire, les premiers à donner le coup de boutoir au système du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Et à l'université, nous sommes montés au créneau pour revendiquer les libertés publiques et privé. Pour l'histoire... Vous avez participé à cette fronde? Ah oui, là, oui, nous avons participé à cette fronde, encadrée par les aînés qui sortaient de prison, comme Alassane et Basilus, Sindete Denis, les Wantikon Léonard, et qui sont revenus à l'université. Il faut souligner et rappeler que de 1972 à 1989, le Bénin a changé de nom, c'était le Dahomey. Et le Dahomey a changé de nom en 1975 et est devenu République populaire du Bénin avec un slogan, le marxisme-léninisme, et puis l'objectif de construire un socialisme scientifique. Et cela avait enthousiasmé toute la population parce que c'était un rêve. Et ce rêve était supporté par l'autre slogan politique, compter sur ses propres forces. Et il faut dire que le peuple était fatigué des coups d'État endémiques de 60 à 72, avec la dernière trouvaille d'un gouvernement présidentiel à 3 têtes. Et donc le peuple était fatigué, le peuple a accueilli le coup d'État du 26 octobre 1972 avec enthousiasme, et aussi un choix qui basait tout sur les forces sociales. Mais en même temps, c'était une période dialectique dans la mesure où, au plan politique, il y avait justement une compétition de leadership entre les ligueurs et le FACEN,
le Front d'action des élèves étudiants du Nord. Et donc, il y a une faction qui l'a emporté, qui a créé une alliance avec les militaires pour donc instaurer le parti de la Révolution populaire du Bénin, qui est devenu, je ne sais pas comment on le dit, l'homme unique, la pensée unique, et donc et le centralisme démocratique. Nous avons vécu ça avec la production. C'était la période où, quelle que soit l'unité sociale, il faut dire économique, il fallait partir faire la production, chacun avait son champ. Et véritablement, ça a été un enthousiasme. Mais un enthousiasme aussi qui a été ponctué par l'agression du 16 janvier 1977. Les jeunes n'ont pas vécu ça. Mais ce dimanche-là, ça a été... C'est là que nous avons compris que la révolution, comme disait le grand camarade Kérékou, paix à son âme, la révolution n'était pas un dîner de gala. Et donc, on ne pouvait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et ça a été aussi une période, je le dis toujours dialectique, parce que l'agression du 16 janvier 1977 a été organisée aussi par des Béninois qui étaient exilés politiques, qui cherchaient à participer à ce qui se passait au pays. Oui, on pourra consacrer bien d'autres tribunes pour creuser ce que vous évoquez là tantôt. Docteur Raymond Assoba, vous savez, cette conférence nationale, vous l'avez vécue, vous, à votre manière, en qualité d'exilé. Et pour faire l'exercice ce matin, nous avons voulu croiser deux générations. Vous l'avez vécu de loin. Lui, en face de vous, Fréjus Seoulan, il ne l'a pas vécu. Il l'a lu. Il n'a fait que lire. Oui, il ne dira pas le contraire. Fréjus Seoulan. Bien évidemment. Après lecture et après avoir suivi des vidéos. C'est aussi ça le fort de l'histoire, c'est de pouvoir se baser sur des archives, comprendre le passé et bien préparer le présent pour éviter les erreurs du passé et préparer ce présent pour un futur meilleur. Que peut retenir un jeune? Bien évidemment, c'est ainsi qu'à travers les archives, vidéos et d'autres archives, cette grande messe, on a pu s'abreuver des différents événements qui ont conduit à la conférence nationale des forces vives de la nation. Le docteur a dit l'essentiel, les prémices qui ont conduit à cette conférence-là. Puisqu'il y a contribué. Puisqu'il y a contribué, parce qu'il a rappelé, c'était les étudiants en ce temps-là qui avaient lancé les grèves et autres et ont poussé à bout ce régime, ce robuste régime de ce temps-là. Pour ce que nous avons retenu, pour ce que nous pouvons expliquer à ceux qui nous suivent, parce que, on ne le répétera jamais assez, c'est un anniversaire, mais l'essentiel, c'est la réflexion autour de cela, parce que 90 s'est passé, qu'est-ce que nous faisons de 90 pour les générations futures? C'est ça qui est la question. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un jeune? Un jeune, bon, ça, c'est un autre développement. On vous dira que est jeune celui qui le demeure dans l'esprit. Donc, n'allons pas aller sur ce terrain. Comme dans l'âme. Il y a un politicien qui a dit dans ce pays, je ne vais pas le citer, qui vous a dit que je suis vieux. Je suis jeune. Donc, n'allons pas faire ce débat-là, mais pour circonscrire ce thème de la jeunesse-là, nous pouvons dire que c'est la nouvelle génération émergente. C'est cette jeunesse-là qui veut apprendre et construire et contribuer aux côtés des aînés. Il y a Derlin Zissou, l'ancien président Derlin Zissou, qui dit qu'il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 30 ans. C'est ce que je disais, parce que l'esprit demeure jeune, donc le corps demeure jeune. Donc, le docteur le rappelait en 72, pour mettre fin un peu au désordre qui régnait dans le pays, une crise sociale qui a fait que le Bénin, le Dahomey, ce pays était gouverné par un monstre à trois têtes. Et ça dit, c'était intolérable pour un petit pays comme le Bénin d'être dirigé par trois hommes de régions différentes. Donc, le général Mathieu Kérékou, pour mettre fin à cela, a opéré ce coup d'État-là. Il est devenu l'homme du 26 octobre 1972 et ça a été salué parce qu'il fallait mettre fin à cela. En 1977, il met en branle le marxisme-léninisme, qui est cette doctrine-là repris par Lénine, les réflexions philosophiques de Karl Marx interprétées par Lénine, et qui voudrait que les unités de production passent aux mains de l'État pour que progressivement on passe du socialisme au communisme, pour que l'État disparaisse, pour qu'on vienne dans un État égalitaire, totalitaire. C'était bien pensé, sauf que il y a un contexte. Il y a un contexte, c'est dit que pour gérer ce système-là, il fallait un parti
bien organisé, structuré. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'était un régime militaro-marxiste, il y avait la dictature, donc très tôt, il y a eu l'oppression des peuples, l'imposition de la pensée unique avec le parti-État, PRPB. Donc tout de suite, ça a tourné au vinaigre parce que il y avait des crimes, des emprisonnements politiques. Et donc les populations le vivaient très mal. Et couplé à cela, il y a eu la malgouvernance de quelques... Parce que Martin Kérékou était entouré de quelques zélés lui-même, même si il n'était pas ce qu'on pense. Il y avait ceux-là autour de lui qui le poussaient à bout. Donc, à cette dictature a été couplée la malgouvernance. Et notons que de 80 à 90, il y a eu une crise économique mondiale aussi. Donc, vous voyez un peu, il y a un cocktail. Voilà, il y a un cocktail qui se préparait, dictature, malgouvernance, crise économique, jusqu'à ce qu'en juin 89, il y ait le programme d'ajustement structurel en juin 89. Et en novembre, Mathieu Kérékou, face à la Fronde, a promis dans un discours l'avènement d'un air nouveau, mais personne n'y a cru. C'était pris comme les dessins d'un dictateur qui était prêt à enfumer son peuple en ce moment-là et le récupérer à d'autres fins plus tard, parce que avant cette déclaration de novembre, il y a eu cette marche-là, la colère, un peuple est cité, surexcité, fâché, en colère, qui a poussé le général dans ses derniers retranchements à l'église Saint-Michel. Il a cru que les citoyens, créant Dieu, allaient lui laisser la vie sauve dans l'église. Et puis, il s'est rendu compte à ce moment-là et que l'heure était venue, le moment était venu, parce que les salaires n'étaient plus payés, les pensions de retraite n'étaient plus payées, les bourses scolaires n'étaient plus payées. Donc c'est un peuple décidé à en découdre avec un régime. Donc à ce moment-là, il a pris la sage décision, non pas seul, mais poussé par cette colère et par la pression internationale. Mais toujours est-il qu'il faut lui reconnaître que c'est lui, malgré tous ces facteurs, qui a pris la décision en son âme et conscience, un 7 décembre 89, si je n'abuse, d'annoncer la suspension du parti unique, la fin du marxisme-léninisme, et annoncer pour 90 la conférence nationale, voilà, qui devait rassembler les différentes sensibilités de la nation béninoise, République populaire du Bénin d'alors. Et c'est ainsi que un lundi 19 février 90 a débuté la conférence nationale des forces vives de la nation, où toutes les sensibilités du pays étaient conviées pour repenser, pour élaborer une nouvelle charte d'union nationale, pour mettre en route un projet de société qui devait mettre en place un libéralisme économique, donc, et le fondement du renouveau démocratique. Et l'issue de cette conférence qui a pris fin le 28 février a été fondamentalement la Constitution du 11 décembre 1990. Donc, pour la petite histoire, pour ce qu'on peut retenir, pour ce que je peux dire, voilà un peu. Leçon sue. Et pour les fouilles et recherches. Docteur Ramon Assoba. Oui, il faut remarquer qu'il a bien insisté sur ces dates-là qui ont balisé ce que Thévo Edré a appelé la reprise de l'initiative historique, la reprise aussi de la dignité de soi, et puis cette propension à être responsable de son destin. Il faut aussi souligner que en ce temps aussi, parce que c'est important de le savoir, en tant que sociologue, il faut dire que la situation dans laquelle nous sommes actuellement aussi, la même situation que celle de 89-90, parce que d'une certaine manière, vous allez comprendre... Ce serait exagéré de faire une telle comparaison. Non, puisque vous savez que les institutions aujourd'hui sont menacées. Il y a pire en 89. Non. Mais là, on ne frôle pas encore le pire. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de syndicats. Si. Et que il y a beaucoup de partis politiques. Mais en 80... On n'a pas recensé encore plusieurs en mois cette de salaire période-là, c'était un seul syndicat. On n'a pas recensé encore... je ne sais pas, Frédéric, c'est l'autre qui me dira le contraire. On n'a pas recensé encore des exilés politiques comme vous. Non. On n'a pas recensé encore cette dictature qui rayait à l'époque. Non, je ne parle pas de... Il y a une pluralité de points de vue. Actuellement, nous sommes dans la pluralité.
Et elle est le résultat de la sortie justement de cette période. C'est ce que je voulais souligner. Oui, mais ça dit que donc, quand vous tentez cette comparaison... Il faut tenter la comparaison parce qu'en tant que sociologue, il y a une dynamique sociale, il y a des bouleversements. Aujourd'hui, il y a les forces sociales de 85 à 89. C'était l'Union nationale du syndicat des travailleurs du Bénin. C'était un seul syndicat qui représentait tous les travailleurs. Mais de 89 à 90, petit à petit, les syndicats vont se désaffilier de l'UNSTB et retrouver leur autonomie et aller à la conquête des libertés d'association et d'expression. Et donc, c'est pourquoi il faut comprendre aujourd'hui que la dynamique des syndicats est une résultante de la conférence nationale. Et donc, il est important de le savoir pour comprendre que les mouvements associatifs que nous avons aujourd'hui ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont le produit d'une situation sociale qui était explosive. Il en est de même pour les partis. Il y avait un seul parti, le parti de 75 à 1989, il y avait un seul parti, le parti de la Révolution populaire du Bénin, avec ses organes centraux dont a parlé mon ami. Mais il faut savoir que le multipartisme est une conquête qui est le produit de la conférence nationale. Et il est important de le souligner parce que celui qui ne connaît pas son histoire va mener le pays à la déstabilisation. Il faut savoir qu'on ne décide pas du nombre de partis ou d'associations. Parce que c'est la consommation de la liberté d'appartenir à une terre et d'avoir un destin et de rêver, surtout de rêver. Donc c'est important de le souligner aujourd'hui parce que lorsque un groupuscule s'assoit pour faire des calculs, pour dire on va limiter les partis ou bien on va limiter les associations ou bien on va suspendre telle association, ce groupuscule est en train en même temps d'imprimer une orientation comme vous nous l'avez sociale. enseigné aussi au campus et ailleurs. Vous savez, les théories restent ce qu'elles sont. Vous ne me direz pas le contraire, mais elles ne sont pas des principes absolus. Non, les théories sont une propension de la pensée dans le temps pour rationaliser dans le temps, le désordre des comportements. On peut toiletter aussi les théories et les adapter aux réalités actuelles. Et à condition que ces réalités, les paramètres de ces réalités soient tirés de la réalité sociale. Vous prenez par exemple le marxisme-léninisme en ce temps-là. C'est une aliénation. C'est une aliénation politique parce que ça ne correspondait pas aux valeurs de la population béninoise. Vous comprenez un peu. Et donc, il faut comprendre que le multipartisme, bien que ce soit d'un abord politique, il faut comprendre que cela nourrit la liberté de la population béninoise. Et donc, à partir de là, il faut comprendre que recouvrer la liberté, pouvoir s'exprimer, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation sur la place publique, la liberté de rêver sont des aliments qui ne se construisent pas. Ils sont produits, sécrétés par la culture de la nation. Et donc, nous sommes dans une situation par rapport à laquelle il faut rappeler ces principes enchâssés dans le préambule de la Constitution de 1990. Et il faut aussi dire que la conférence nationale, on avait dit la conférence nationale des forces vives de la nation. Et c'était une révolution. Il faut dire qu'en ce temps, le président Kérékou pensait à une réforme. C'est-à-dire, vous savez, pendant la Révolution, c'est cyclique. La loi des cycles montre qu'à un moment, les institutions sont bloquées parce que les actions des hommes liées à leurs intérêts créent des situations de crise. Alors, le parti changeait des hommes, cooptait de nouveaux sangs
et puis repartaient. Mais toujours pour retomber dans la situation de gabegie, d'incurie, de mal-gouvernance, c'est-à-dire de détournement des biens du peuple, etc. Vous savez que c'est pas que la révolution avait échoué. Il y avait eu la production, et la production en biens économiques et en richesse financière. Mais c'est parce que les révolutionnaires se sont transformés en des voleurs. Ils ont commencé par détourner l'argent de la République. Et c'est cela qui les a amenés à l'impasse de ne plus pouvoir payer les salaires. Vous comprenez un peu? Il y a même quelqu'un qui a détourné l'argent, il est parti, il a laissé un billet dans le coffre pour dire que j'ai pris ma part. Vous comprenez un peu? Donc, il faut comprendre que c'était une révolution. Quelqu'un pensait qu'il allait refaire le même jeu. Or, justement, et c'est ce qu'il faut souligner, la conférence, dès l'entame le 19 février 1990, a revendiqué sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, il n'y aura pas comme on le dit, il n'y aura pas on appelle ça... Remise en cause des non, pas de remise en cause. On devrait interroger le peuple pour savoir quelle institution accepte un référendum. Mais il faut comprendre que la conférence, en décidant d'être souveraine, a exigé donc que ces décisions s'imposent aussi bien à Kérékou qu'à toute la nation. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ça qui a balayé donc, la dictature du marxisme-léninisme. Et je vais finir par dire que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il manque justement un leitmotiv. Il manque... la démocratie n'est plus le seul slogan. Il manque une philosophie qui va pouvoir justement entraîner le peuple vers la réalisation de ses desseins. Oui, Frère justement. Je vais rebondir un peu sur les bords de ce que vient de dire le docteur. Il est vrai, le docteur l'a dit, le marxisme-léninisme était une aberration pour le Bénin parce que Lénine, en reprenant les grilles d'analyse de l'économie marxiste et du matérialisme historique, l'a adapté au contexte russe en ce moment. Au Bénin, ce n'était pas le cas. Nous avions nos réalités, ce n'était pas le cas. Et quand le docteur tentait une comparaison, je crois qu'il n'a pas totalement tort parce que nous nous retrouvons un peu dans ce contexte où on tente, les nouveaux dirigeants tentent de nous imprimer une ligne qui ne correspond pas forcément aux réalités du Bénin. On vous donne souvent, quand vous osez ou bien vous souhaitez mettre quelques critiques face à certaines décisions, on vous donne rapidement l'exemple du Rwanda qui a atteint un développement aujourd'hui avec un système et qu'on tenterait de mettre les pieds dans ce plat-là. Mais nous n'avions pas les mêmes réalités que le Rwanda, nous n'avions pas les mêmes réalités que d'autres pays. Nous avions nos réalités. Ça n'est qu'un exemple. Ça n'est qu'un exemple. Donc, ce que je dis, c'est que dans ce système, il y a bien de points positifs, mais souvenez-vous, en 90, quand le Bénin a réussi sa conférence nationale et que d'autres pays ont voulu faire comme le Bénin, est-ce que ça a marché? La réponse est non, parce que le Bénin avait ses réalités et les autres pays avaient leurs réalités. Donc, ça ne peut pas marcher en voulant copier une extenso et appliquer au Bénin un système qui ne correspond pas à nos réalités. Et qu'est-ce qui peut encore pousser à comparer 90 à ce jour, à nos jours? Vous avez vu, dans un passé très récent, les associations estudiantiles ont été suspendues. Oui. Ont été suspendus. Donc, il y a ce qu'on peut appeler une restriction des libertés. Ça pouvait se faire autrement. Nous sommes dans un contexte de fronde sociale où les syndicats sont entrés dans la danse, la société civile est entrée dans la danse récemment. On parle de serrage de ceinture, on parle de crise économique. Oui, parce que ça se sent, même si ce n'est pas le même modèle, ce n'est pas la même chose qui s'est passée en 90 où il y a eu suspension des salaires. Ici, aujourd'hui, il y a eu baisse du pouvoir d'achat des citoyens. Vous avez vu la marche des femmes qui ne demandent qu'à être relogées, réinstallées aux abords des voies pour trouver le peu parce que leurs enfants, leurs maris étant à la maison sans moyens. Donc, il y a une idéologie en cours, il y a une dynamique en marche qui veut aller à un développement avec un système donné et qui n'ouvre pas trop
les portes pour recevoir les critiques. Donc nous sommes avec un régime qui s'enferme un peu et dans sa dynamique avance. C'est votre lecture. Et je crois, c'est ma lecture. Donc toute chose qui crée une frustration forcément au niveau des citoyens. La société civile aujourd'hui a un appel à la désignation des membres du COSDEPI pour éviter une situation future pour les élections. Mais on va se demander, mais qu'est-ce qui empêche véritablement la désignation de ces membres-là pour éviter l'impasse à venir? Qui s'arrange de créer l'impasse là? C'est dit que véritablement les dirigeants actuels ne font pas forcément cas, ne prennent pas forcément en considération les leçons de la conférence nationale. Parce qu'on a parlé de renouveau démocratique, on a parlé de renouveau économique, c'est du renouveau médiatique, mais on a tendance à croire que chacun vient et veut faire son bonhomme de chemin sans penser forcément à ce qui a été fait par le passé. Il y a tellement de points et d'angles sur lesquels on pourrait revenir, rassurez-vous, les fois à venir, toujours à propos, on ne va pas revenir sur les acquis, les libertés et autres, non, on va plutôt se rappeler maintenant les grandes leçons, et ces leçons pour la postérité. Oui, Loris, Et pour finir, il faut savoir que lorsque les journalistes parlent, lorsque les journalistes abordent l'analyse des faits, oui. Ils sont les observateurs de la société. Ils sont les observateurs de ce qui ne change pas. Mais surtout, et c'est c'est salutaire ce qu'a dit le regard croisé, en sociologie on appelle ça les régularités sociologiques. C'est-à-dire des situations qui reviennent cycliquement. La récurrence. Oui, la récurrence. Et même on a bâti une méthode de réflexion par récurrence en mathématiques. Et ces régularités sociologiques, prenez, c'est justement parce qu'on n'a pas tiré les leçons que ces situations reviennent. De 85 à 89, l'apparatchik marxiste-léniniste pouvait voyager, pouvait faire voyager les maîtresses. Et même les enfants des pauvres, et surtout les filles, étaient détournés de l'éducation vers les voitures noires, où on a prostitué la jeunesse et béninoise. Prenez le temps de Yahi Boni, de 2006 à 2010. Ça a été quoi? Le salaire politique. Alors que lui-même, il avait demandé 2 ans de probation. Et les syndicats lui ont remis un livre blanc. Mais après 2 ans, on a vu encore les salaires politiques. Et les syndicats ont entonné tous chorus, la grève, pour justement améliorer la situation. Nous nous retrouvons en 2018. De 2016 à 2018, c'est la même situation. Alors qu'il y a un cahier de charges où toutes les forces sociales étaient conscientes qu'il fallait quelqu'un maintenant pour résoudre les problèmes sectoriels dont l'État a reconnu. Non, si, la véracité, ce sont les salaires politiques encore. Et la même réaction, les grèves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez ces 3... mauvaise assimilation des leçons. Non. C'est une inculture de la démocratie d'abord, et c'est une situation dans laquelle nous avons des dirigeants qui ne sont pas en diapason avec les besoins de la population. Mais aussi, troisièmement, puisque tu as dit qu'il faut tirer les leçons, c'est que, et c'est ça la grande escroquerie de l'élite, les sociétés publiques génèrent des bénéfices. Il n'y a pas un organe ou une structure pour les rassembler et envisager la résolution des problèmes et même l'inventivité pour créer d'autres paramètres d'amélioration de la vie de la population. L'élite maintient ses richesses et passe et maintenant se partage ça. Et à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on dit il n'y a rien dans la caisse, il n'y a que 45 francs
mais après le budget... Alors, quelle leçon retenir? La leçon, c'est que, c'est ce que nous disons, il faut aujourd'hui, et c'est ça, en 30 secondes. c'est une problématique. C'est une problématique parce que nous ne sommes pas des apprentis sorciers qui nous retrouvons ici pour dire que ce sont des recettes de cuisine. La cuisinière sait qu'elle doit préparer. Mais les plats, selon les plats, les recettes ne sont pas les mêmes. Vous voyez un peu. L'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention justement, peut-être sur la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est que depuis 90, la leçon, c'est que le peuple a pensé que il faut choisir le président qui vient d'une structure internationale parce qu'on pense qu'il saura générer de la richesse, mais ceux qui sont venus n'ont pas pu distribuer la richesse. Maintenant, nous avons des opérateurs économiques qui viennent et, bizarrement aussi, on retrouve la même situation de non-connexion avec justement ce que Thiévois a appelé la reprise de l'initiative historique. C'est-à-dire il faut inventer de nouveaux organes. Merci, docteur. Il faut sortir... Ici, il faut dire que les politiciens font la politique en regardant la France. Merci, docteur. Ce qui se fait. fait. Non, il faut inventer de nouvelles... Frédéric Serroulan, tel un comprimé, les recommandations de la conférence nationale sont-elles périmées? Non, nous n'allons pas dit périmé. Il y a encore de la ressource, il y a encore de la matière. Comme je l'ai dit, on n'a pas suffisamment tiré le son de cette conférence-là. Vous savez, en 90, le Bénin avait deux choix. Deux choix, le dialogue, la conférence ou bien une guerre civile. Le Bénin a choisi la conférence nationale. Et dès le début, le 19, Mathieu Kérékou disait qu'il est conscient des implications et des conséquences qu'allait induire cette conférence nationale-là. Et à la fin, il dit qu'il s'engage résolument à appliquer avec rigueur les recommandations de cette conférence-là. Il dit que ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est de la responsabilité sociale. Et c'est à cela que la conférence nous appelle. C'est la leçon fondamentale de la conférence nationale. C'est la responsabilité sociale du dirigeant. Il n'y a pas un dirigeant qui doit venir pour dire j'ai une idéologie, vous m'avez élu pour une idéologie, j'avance, je ne vous regarde plus parce que c'est cette mission que vous m'avez confiée. Il peut arriver que dans la marche là, il peut y avoir des facteurs pour modifier, pour que les dirigeants puissent avoir l'oreille là, pour avoir cette responsabilité sociale d'écouter, parce que les mêmes causes reviennent. Les mêmes causes reviennent. En 10 ans de Mathieu Kérékou, en 10 ans de Boni Yayi, qu'est-ce que le Bénin a obtenu fondamentalement? Où sont nos industries? Est-ce que nous sommes autosuffisants? Parce que la conférence nationale, c'était aussi ça. C'était aussi de redresser économiquement le pays. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes dans l'UEMOA? Où est-ce que nous en sommes dans la CEDEAO? Où est-ce que nous en sommes dans l'Union africaine? Nulle part. Donc, il faut véritablement une idéologie, comme le disait le docteur, une philosophie que nous devons résolument suivre, sans pour autant quitter cette voie et la responsabilité sociale que les dirigeants doivent avoir. J'ai dit à l'entame du débat à faire croiser que nous allons nous permettre de remonter à 28 ans. Donc vous êtes d'accord avec moi que la conférence suit son cours, n'est-ce pas? Je suppose que nous sommes en 1990, la conférence suit son cours. C'est dire que la semaine qui vient, on pourra revenir encore de temps à autre, sortir quelques autres angles. Nous sommes au 4e jour de la conférence. N'est-ce pas? Donc on a encore bien des jours, on a encore bien des jours pour continuer à réfléchir. La loi fondamentale est-elle toilettable? Si oui, on va réfléchir encore davantage sur différents angles, rassurez-vous. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, docteur Raymond Achogba.